Bonsoir Bruno Tertrais. Bonsoir. Vous êtes politologue, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et vous venez de publier L'Apocalypse n'est pas pour demain, en finir avec le catastrophisme chez De Noël. Une fois n'est pas coutume, dans le torrent des mauvaises nouvelles, des catastrophes diverses et variées, des guerres et des changements majeurs qui créent de l'angoisse, eh bien vous dites l'Apocalypse n'est pas pour demain. Au contraire, la planète et l'humanité vont bien mieux qu'on ne le croit. Et l'avenir est beaucoup moins sombre qu'on ne le dit. Mais d'où vous vient cet optimisme qui est tout sauf dans l'air du temps ? C'est pas dans l'air du temps, mais vous savez, je crois qu'on a tous une responsabilité, nous les experts, vous les médias, les scientifiques, les politiques, pour présenter l'état du monde d'une manière qui est systématiquement négative. Or, ces grandes prospectives sur les catastrophes à venir, on les a depuis des dizaines d'années, mais à chaque fois, elles ne se réalisent pas. Les prophètes de malheur se trompent toujours, mais on continue à les inviter. Alors pour une fois, c'est vrai que vous avez un prophète... Un prophète de bonheur, ou en tout cas... Non, je n'irai pas jusque-là. C'est un ouvrage sérieux, c'est un ouvrage qui explique pourquoi, dans de nombreux domaines, que ce soit la santé, l'environnement, ou même d'ailleurs les catastrophes, qui sont de moins en moins fréquentes, par exemple, qui tuent de moins en moins de gens. Elles ne sont pas de moins en moins fréquentes, elles tuent de moins en moins de gens. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui sont cachées par les images que nous créons, que nous répercutons. Parce qu'en fait, vous êtes un spécialiste du nucléaire, on le sait, on va en parler, mais voilà, pas seulement un géopoliticien, un analyste politique, et vous regardez un peu le monde, effectivement, autour de nous. Alors bon, moi j'en ai parlé il y a un instant, il y a cette question des migrations, des mouvements de population, des questions qui sont à la fois morales et politiques, économiques, et concrètes. On a des états d'âme, mais en même temps des réalités, et une angoisse. Est-ce que ça va... toujours, l'immigration a toujours été un sujet d'angoisse. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est on a vu Marine Le Pen sur l'île de Lampedusa pour voir justement les réfugiés tunisiens. On voit que c'est un sujet politique extrêmement sensible. Il y a un roman qui a énormément de succès en ce moment, dont on ne parle pas beaucoup, qui est sorti en 1973, qui a été réédité, qui s'appelle Le Camp des Saints, d'un écrivain d'extrême droite qui s'appelle Jean Raspail. Ce livre se vend par dizaines, par centaines de milliers. Ça raconte l'histoire d'1 million de migrants indiens et pakistanais qui débarquent sur la Côte d'Azur. Il y a un fantasme migratoire dans les sociétés occidentales, c'est un peu les barbares à la porte, si vous voulez. Or, moi, ce que j'explique, ce que je rappelle tout simplement, parce que c'est pas totalement nouveau, c'est que les grandes migrations massives se font toujours à l'intérieur d'une même région. Il n'y a jamais eu de grande migration massive de l'Afrique vers l'Europe. Il peut y avoir des migrations lentes, mais qui sont tout à fait gérables. L'assimilation, ça existe, c'est ce qui se passe entre l'Afrique du Nord et l'Europe. S'il y a quelques milliers d'Africains du Nord. On en est à des milliers là. Oui, mais justement, on en est à des milliers. Et si nos sociétés, si notre Europe riche ne peut pas accepter, si nous sommes 300, 400 millions d'Européens, si nous ne pouvons pas accepter quelques milliers franchement d'immigrés, je ne sais pas à quoi ça sert d'avoir construit justement cette belle Europe. D'autant plus que, et ça c'est aussi intéressant, vous vous souvenez, il y a 30 ans, le Figaro Magazine avait titré « Serons-nous encore français en l'an 2000 ?» parce que, soi-disant, la fécondité des femmes immigrées allait faire en sorte qu'elle allait exploser. Or, on constate que c'est exactement le contraire, à savoir que lorsque les familles immigrées s'installent en Europe, la fécondité commence à diminuer. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a un effet aussi sur l'Afrique du Nord. Donc je crois que c'est aussi comme ça qu'il faut voir un peu plus sereinement la question de l'immigration, même si c'est un problème politique et social réel. Il faut le voir en interactivité, il faut le voir en influence positive aussi sur ces terrains d'immigration, dans les deux sens, et pas seulement dans une position de tétanie et d'angoisse comme ça envers ce qui est vécu comme une menace. Bon, là, on voit Paris et Rome qui se lancent des noms d'oiseaux. Hein. C'est quand même un repli de l'Europe. Et les Italiens ne sont pas les derniers à jouer avec cette peur. Je rappelle que le ministre des Affaires étrangères italien, il y a un mois, disait il ne faut pas que Kadhafi tombe, sinon ce seront des centaines de milliers de Libyens qui viendront en Italie. Malheureusement, plus un gouvernement est à droite, plus il joue avec ce fantasme migratoire. L'immigration est une vraie question, l'intégration aussi. Il ne faut pas jouer avec ces peurs-là. Et en tout cas, vous avez observé qu'elle ne n'est pas les catastrophes annoncées. Alors, la Libye, moi je passe un petit peu parce qu'effectivement, il y a quand même toutes ces questions. Moi, vous me dites, l'apocalypse, c'est pas pour demain, mais il y a quand même pas mal de sujets d'inquiétude. Je comprends. Et là, voilà, la Libye, on est parti, j'ai envie de dire la fleur au fusil, avec nos bons sentiments. Et qui personne n'est contre, plus ou moins. Enfin, je veux dire, c'est rare, les voix ont été rares pour s'élever contre cette offensive.
Et pourtant, il y a un sentiment d'enlisement, il y a un sentiment de malaise, on a l'impression qu'on n'avance pas, le sentiment d'enlisement, le sentiment d'enlisement, il est normal. Le temps médiatique n'est pas le temps de l'action militaire. Chaque fois qu'il y a une action militaire occidentale quelque part, au bout d'une semaine, on dit bon alors ça s'enlise, qu'est-ce qu'on va faire? Alors il y a un vrai problème de ce qu'on appelle la stratégie de sortie. À quel moment est-ce qu'on arrêtera? Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop quel sera le moment où il sera légitime d'arrêter cette intervention. Mais deux choses justement à ce propos, si vous me permettez, pour justement être optimiste. D'abord, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Je vous rappelle que le monde arabe se dirige cas un cas, avec difficulté, ça mettra des années, vers la démocratisation. Ça aussi, c'est une tendance lourde dont je parle dans mon ouvrage. Le pourcentage de la population mondiale qui vit dans un régime plutôt libéral tend à augmenter lorsqu'on prend la longue durée, bien sûr, parce que c'est toujours les tendances à très long terme qu'il faut voir. La deuxième chose, c'est qu'on voit beaucoup d'images de guerre, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup moins de guerre depuis la fin de la guerre froide. Le nombre de conflits dans le monde, il a augmenté de 45 à 90 et il a commencé à diminuer au point qu'il y a 2 fois moins de conflits dans le monde aujourd'hui que c'était le cas il y a 20 ans. Et ce que vous dites, et qui est complètement paradoxal, c'est que dans le fond, le développement et la croissance nous protègent, mais et pour revenir plutôt sur la guerre, l'aspect nucléaire, la menace nucléaire nous protège de la guerre. C'est l'effet, évidemment, la dissuasion nucléaire, ça a été fait pour cela. Mais concrètement, ça se vérifie. Alors que tous les jours, on dit il faut avoir peur du nucléaire. Attendez, moi, je dis les deux à la fois. Il y a un problème nucléaire. Si l'Iran, par exemple, un sujet dont on a déjà parlé ensemble, fabrique la bombe, ça sera un vrai problème pour le Moyen-Orient et pour l'Europe. Bon, cela dit, on constate qu'il n'y a pas eu de guerre entre grandes puissances depuis près de 70 ans. Ça ne s'est jamais vérifié dans l'histoire. Et ça, c'est paradoxalement grâce au nucléaire, c'est ce que vous dites. C'est probablement dû à la dissuasion nucléaire. Nous vivons une période de paix, non seulement en Europe, mais dans le monde, au sens de l'absence de guerre mondiale. Il n'y a pas eu de grande guerre entre grandes puissances depuis près de 70 ans. Ça ne s'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc, vous voyez, il y a bien sûr la Libye, il y a bien sûr des conflits, mais attention, ça va beaucoup mieux, là encore, que c'était le cas il y a un siècle ou deux. Il y a l'Afghanistan, quand même, qui dure. Et pareil, on y est allé pour des bonnes raisons. Et on a encore cet attentat. Visait-il le ministre de la Défense français? Visait-il un ministre afghan? Il est en plein cœur de Kaboul. C'est vraiment pas fini. Non, ce n'est pas fini. Là encore, comme pour la Libye d'ailleurs, la question pour l'Afghanistan, c'est de trouver quel est le juste moment, le bon moment pour partir. À partir du moment où on est dans des situations, c'est vrai, où il y a des conflits, c'est vrai qu'il y a des... On peut appeler ça une guerre, on n'appelle pas ça une guerre, peu importe, mais il y a un engagement très lourd pour les forces françaises. Le problème, c'est que ce n'est pas des engagements dans lesquels il y a clairement une victoire ou une défaite. Donc la question, c'est à quel moment... on a du mal à le lire et c'est pour ça qu'on était inquiet. À quel moment on en sort? Moi, je constate, c'est vrai qu'en France et en Europe de manière générale, on a de plus en plus de mal à supporter ces engagements lointains, qui sont coûteux en hommes, c'est vrai, mais il faut dire aussi que ces engagements militaires sont beaucoup moins coûteux que n'étaient les engagements militaires des forces françaises il y a seulement 50 ou 60 ans. Donc là encore, si vous voulez, il faut raison garder. La question qui dépasse le champ de notre débat aujourd'hui, c'est quelle responsabilité devons-nous ou ne devons-nous pas avoir, nous occidentaux, pour reconstruire, voire démocratiser ou développer des pays aussi lointains. C'est une vraie question et je pense d'ailleurs que ça sera certainement un des enjeux de la campagne présidentielle. Vous ne pouvez pas être optimiste sur la catastrophe de Fukushima et les 25 ans de Tchernobyl la semaine prochaine. C'est difficile évidemment d'avoir un discours optimiste sur ce sujet, mais je vais dire deux choses à propos de Fukushima. D'abord, c'est justement parce que le Japon a bénéficié de la croissance et du développement, y compris paradoxalement avec ses centrales nucléaires, parce qu'il est devenu un pays très riche, qu'il n'y a que, entre guillemets, 20 000 morts, alors que quand un séisme de cette nature, avec un tsunami de cette ampleur, arrive dans un pays non développé, ça fait 200 000 ou 300 000 morts. Donc vous voyez, le grand paradoxe, c'est que c'est aussi le nucléaire qui a permis au Japon de se développer, de se moderniser et de limiter finalement, parce que ces villes sont beaucoup plus résistantes. Donc vous dites quoi, le développement et la croissance permettent à des catastrophes naturelles d'être beaucoup moins coûteuses en hommes et en victimes. Attention, pas économiquement, parce qu'en même temps la planète s'enrichit, mais le nombre, encore une fois, le nombre de victimes, de morts, des catastrophes naturelles dans le monde n'a cessé de diminuer depuis plus d'un siècle. C'est sûr que ça change un peu du discours habituel. Bon, juste un mot, Tchernobyl, 25 ans la semaine prochaine, et c'est une catastrophe à la soviétique, dites-vous, hein, pas une catastrophe nucléaire seulement, hein. C'était une catastrophe
technocratique. Oui, c'est le mot juste. Quelqu'un avait dit un jour, c'était une catastrophe soviétique, un accident soviétique plus qu'un accident nucléaire, parce que ça a été vraiment, c'est très différent de Fukushima. Tchernobyl, c'est un accident créé par l'homme, littéralement, avec une centrale mal conçue. Imaginez, si vous voulez, un vieil avion de ligne qui se crache à la suite d'une erreur de pilotage. Bon, Tchernobyl, c'est ça. Bon, Fukushima, je comprends que le nucléaire civil, là, on parle du nucléaire civil, puisse faire peur, mais attendez, où est la tragédie? La tragédie aujourd'hui, c'est les 20 000 morts du tsunami. À ce jour, je reste prudent, mais à ce jour, Fukushima n'a tué aucune personne. Le drame de Fukushima, ce sera un drame économique et industriel, beaucoup plus qu'un drame humain. Je sais que la radioactivité fait peur. Là aussi, il faut savoir raison garder. Nous sommes tous radioactifs, vous l'êtes, moi aussi. Pour l'instant, il ne semble pas, je reste prudent, mais il ne semble pas, parce que justement les Japonais ont su prendre les mesures d'évacuation qu'il fallait, qu'il n'y aura de victimes humaines suite à la catastrophe de Fukushima. Bon, donc vous dormez bien la nuit et vous êtes content, l'apocalypse n'est pas pour demain et vous dites à vos enfants et à tous les enfants, ne vous inquiétez pas. Non, il y a des motifs d'inquiétude dans le monde, mais je crois qu'il faut savoir raison garder et surtout être optimiste aussi parce que c'est bon pour la santé. Merci beaucoup. Alors on a pris un petit coup d'optimisme, un bon coup de bonne humeur et on va continuer à débattre et parler après politique et après le journal. Merci Bruno Tertrais d'être venu sur le plateau de BFM TV. Un débat tout à l'heure entre Dominique Paillet et Geoffroy Roux de Bézieux. On va reparler d'immigration légale cette fois que le gouvernement souhaite réduire et puis de cette fameuse prime de 1 000 € pour les salariés. À tout de suite.